On vit dans une époque où on a l'impression que l'histoire s'emballe, qu'elle s'accélère et qu'il se passe quelque chose partout, tout le temps. On scrolle les réseaux, on écoute les infos et on tombe sur des images dignes d'un film d'horreur. Des gens fuient, des familles qu'on sépare, des frontières qui se ferment. Je sais pas si vous avez vu ces images où on entend ICE, la police d'immigration américaine arriver dans certains quartiers, et franchement, ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. C'est pas la seule actualité qui me fait dire ça malheureusement, mais en tout cas, aujourd'hui j'avais envie d'en parler parce qu'à chaque fois, moi il y a une sensation qui me revient, un déjà-vu. Pas un déjà-vu médiatique, non, un déjà-vu historique et littéraire. Le moment où on se rend compte que le vieux roman un peu poussiéreux qu'on a mis de côté parlait en réalité du monde actuel. Et pas juste de gens en redingote qui meurent de la tuberculose. Parce que ces scènes-là, elles ne surgissent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans des cycles, dans des logiques politiques qu'on a déjà connues. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rejoue des mécanismes familiers, des moments où certaines populations deviennent des menaces, où on construit des murs, on légitime des violences au nom de la sécurité ou de la nation. Et c'est là que la littérature nous rattrape. Heureusement, pas parce qu'elle aurait prédit le futur. Les écrivains et écrivaines ne sont pas voyantes, loin de là, mais on devrait peut-être quand même les écouter un petit peu plus que certains éditos de chaînes en continu. Ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup de personnes faire ce parallèle entre l'actualité brûlante et la littérature. Comme si les livres qu'on pensait loin de nous étaient en réalité en train de nous parler du présent. Et ça m'a donné envie de me poser une question. Est-ce que la littérature, elle est encore engagée aujourd'hui? Ou peut-être, autre option, peut-être qu'elle ne l'a jamais autant été et qu'on n'en a pas forcément conscience. Et pour nourrir cette réflexion, j'ai posé 3 questions à Camille Emmanuel, qui a un parcours qui dit beaucoup sur ce que la fiction permet politiquement. Elle a longtemps écrit de la non-fiction, plutôt des essais, avant de passer à la fiction avec notamment Cucu et sa dernière sortie, Bombasse. On va explorer tout ça ensemble, voir comment certains livres ont documenté des réalités invisibilisées, comment d'autres ont anticipé des dérives politiques et comment parfois la littérature a contribué à transformer le monde. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Cadre un peu spécial aujourd'hui puisque je me trouve au théâtre du Rond-Point à Paris, c'est l'un de mes théâtres préférés et ils ont eu la gentillesse de me laisser vagabonder pour faire mon petit tournage. Pour cette vidéo, j'avais envie d'avoir avec moi Camille Emmanuel, c'est une autrice que j'aime beaucoup et je vous avais pas mal parlé d'elle avec son premier roman Cucu. Marie Couston est prof de français au lycée et le soir, elle écrit de la romance érotique. Jusqu'ici, ce qu'elle écrivait, c'était plutôt soft, jusqu'à ce que son éditrice lui demande d'écrire de la dark romance. Pour se venger, elle va alors décider de tuer son personnage principal de sa dark romance jusqu'à ce qu'il se retrouve sur son canapé le lendemain. Bougez pas, je vais chercher son dernier livre. Hop là. Il est là, il est juste là. Hop là. Et pour mon plus grand plaisir, elle revient avec Bombasse, publié aux éditions Verso. C'est l'histoire de Marie. Elle a 38 ans et sur le papier, elle a tout pour être heureuse. Un travail de prof en ligne qui lui plaît, un mec sympa, voilà, c'est déjà pas mal, et 2 petites filles qu'elle adore. Mais lorsqu'elle s'endort, elle bascule dans une autre réalité. C'est pas une suite de Cucu, ça peut se lire de manière indépendante, mais on retrouve des sujets un peu similaires, où dans cette histoire, Marie adapte son roman en série télé, et les producteurs vont lui proposer des trucs un peu chelous. Tout ça pour que ce soit plus sexy, un peu plus dark, et que ça se vende mieux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce roman. D'apparence, il paraît assez léger, et pourtant il arrive à nous questionner sur des sujets hyper importants si vous êtes lecteur ou lectrice, notamment sur l'intelligence artificielle et sur la dark romance. Alors merci aux éditions Verso de sponsoriser cette vidéo. Et pour commencer, forcément, j'ai eu envie de demander à Camille Emmanuel pourquoi est-ce qu'elle écrit des romans et est-ce qu'elle pense que la littérature est engagée aujourd'hui. Je pense que on apprend beaucoup de choses à travers la fiction. Alors moi je suis une lectrice des deux, je lis à la fois des essais et des romans. Quand j'ai été au lycée, je lisais beaucoup de romans et la littérature engagée. C'est vraiment comme ça que je suis rentrée aussi vraiment dans la littérature dite adulte. Avant je lisais des petits romans ados, quoi. Je me souviens avoir pleuré, mais vraiment physiquement pleuré pendant 1 heure avec Les raisins de la colère de Steinbeck. Je lisais Albert Londres aussi. Je me disais que je voulais être journaliste et je voulais être Albert Londres, en toute modestie. On achète un essai sur un sujet qui nous intéresse, où on a déjà quand même un fort intérêt là-dessus, alors que la fiction peut nous faire découvrir des mondes. Typiquement, j'achèterais pas un gros bouquin sur la période de la dépression et de la migration en fait des Américains vers l'Ouest au début du XXe siècle. Par contre, que Steinbeck m'emmène là-dedans et me fasse vivre ce que vit cette famille, oui. Et en fait, c'est ça aussi où le pouvoir en fait de la littérature et de la fiction, c'est nous faire rentrer dans des mondes et des vies autres que les nôtres sur des thématiques, des combats pour lesquels, a priori, voilà, on lirait pas 400 pages là-dessus, quoi.
Et quand on regarde la littérature contemporaine, on se rend compte qu'elle documente ces réalités-là depuis très longtemps. Pas de manière abstraite, ni en parlant de flux ou de crise, mais en parlant de trajectoire de vie. On le voit par exemple dans Americana, où Chimamanda Ngozi Adichie raconte ce que ça fait de quitter son pays, d'arriver ailleurs et de devoir réapprendre à se définir dans le regard des autres. L'exil n'est pas seulement géographique, il devient intime. Ce n'est pas juste traverser une frontière, c'est devoir reconstruire la manière dont on existe au monde. Et puis il y a les romans qui se situent directement au niveau de la frontière. Dans American Dirt, on suit une femme et son fils contraints de fuir le Mexique. La traversée devient un espace de danger permanent, chaque train, rencontre ou kilomètre peut faire basculer leur destin. La frontière n'est plus une ligne sur une carte, c'est une épreuve physique, quotidienne. Un endroit où la survie dépend du hasard, de la violence ou parfois d'un simple coup de chance. Et ces questions d'exil, elles ne concernent pas seulement le départ, elles continuent bien après. Dans La Petite Dernière, Fatima Das raconte ce que ça fait de grandir en France, tout en portant une histoire familiale, culturelle, religieuse qui ne disparaît jamais complètement. Vivre quelque part mais rester traversé par un ailleurs. Porter plusieurs appartenances sans trop savoir comment les faire coexister. On retrouve aussi cette fracture identitaire dans Frères d'âme où David Diop interroge la mémoire coloniale, la guerre et la manière dont l'histoire collective vient fissurer l'identité individuelle. Et ce qui relie ces livres, malgré leur contexte différent, c'est qu'ils donnent une densité humaine à des réalités souvent réduites en débat politique. Et ils racontent concrètement ce que ça fait de partir. Et jamais par choix, seulement par nécessité. Il y a autre chose que fait la littérature et qu'on sous-estime souvent. Elle n'observe pas seulement le monde tel qu'il est. Elle imagine ce qu'il pourrait devenir si certaines logiques continuaient. Et c'est là qu'on rentre dans le territoire des dystopies. Ça me rappelle ma vingtaine, je vais être un peu nostalgique. Des romans qu'on lit parfois comme des fictions lointaines, des univers exagérés, mais presque réalistes. Le genre de livre qu'on referme en se disant « Bon, heureusement que c'est que de la fiction !» La question aujourd'hui, c'est en ça que la littérature a un pouvoir politique, c'est qui raconte une histoire, pour qui et pourquoi. On sait que toutes les dictatures et les pouvoirs fascistes ont tenté de maîtriser en fait ce récit historique. Et donc oui, la littérature est un espace en fait de récit. Et la façon dont on raconte des histoires, si on est une femme, si on est racisé, si on vient d'un milieu populaire, etc., ça va pas être la même chose que des personnes dominantes. Ceci étant dit, j'aime pas trop non plus la littérature qui me prend un peu en otage et qui confond le pamphlet et la fiction. J'aime pas quand l'auteur a envie de faire passer plein d'idées et du coup me check absolument toutes les idées qu'il a envie de faire passer et utilise un peu des persos pour faire passer ça. Faut pas oublier les personnages, faut pas oublier le récit. Je préférerais qu'il y ait moins de messages politiques, mais qu'à un moment donné, on m'emmène aussi dans l'émotion et dans ce que vivent les persos. Quand on essaye trop de me faire la leçon dans littérature, ça m'énerve. Mais en même temps, voilà, moi j'aime la littérature engagée et je crois à la force du récit pour créer du collectif, pour créer des prises de conscience. Et j'aime bien la littérature aussi qui met des petites claques. J'aime bien la littérature qui, quand je ferme le livre, je me dis « Oh putain, je m'attendais pas à ça ». Quitte à ce que ça soit inconfortable, quitte à ce que ça soit aussi des personnages dégueulasses, quitte à ce que ce soit aussi des récits qui sont pas forcément agréables à lire ou qui correspondent pas à mes idées. Mais j'aime bien cette idée de me réveiller en fait, de bousculer mon confort intellectuel, de me faire prendre d'autres points de vue. Enfin, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Je peux lire des choses pour le confort, plaisir, etc. Mais pas trop souvent, sinon je m'endors. Alors qu'en réalité, la dystopie part toujours du présent. Elle prend un mécanisme qui existe déjà et le pousse plus loin. Et souvent, ce qu'elle propose, ça nous paraît hyper absurde jusqu'à ce que ça commence à résonner avec l'actualité. Et là, on n'a pas l'air con. On peut prendre par exemple 1984 de George Orwell, écrit en 1949, un monde où la surveillance est totale. Chaque parole est structurée, le langage lui-même est modifié pour empêcher les gens de penser librement. Orwell invente même une nouvelle langue officielle, la novlangue, destinée à réduire le vocabulaire pour limiter la pensée critique. Moins on a de mots, moins on peut formuler des idées complexes. Et ce qui est troublant, c'est que cette mécanique passe aussi par des glissements de langage très concrets. Quand certains discours politiques parlent de migration, par exemple, on n'évoque plus des personnes, des trajectoires, des familles. On parle de flux migratoires, de pression migratoire, parfois même de gestion administrative de ces déplacements. Un vocabulaire qui transforme des vies entières en phénomènes abstraits. Ce n'est pas la dystopie qui se réalise, mais on reconnaît cette idée que le langage peut déshumaniser avant même que les politiques ne s'appliquent.
Même chose avec La Servante écarlate de Margaret Atwood, un régime qui contrôle les corps des femmes au nom d'un ordre moral et religieux. L'autrice a souvent expliqué qu'elle n'avait rien inventé, qu'elle s'était inspirée de politiques réelles, passées ou présentes. Et quand on entend aujourd'hui certaines rhétoriques sur la défense des valeurs familiales ou la protection de la vie, notamment dans les débats sur les droits reproductifs, le roman reprend une résonance très concrète. Il y a aussi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un monde où les livres sont interdits, brûlés, effacés parce qu'ils troublent l'ordre public. Longtemps, on a lu ça comme une métaphore extrême. Et pour autant, aux États-Unis, les tentatives de censure de livres ont explosé ces dernières années. Près de 23 000 livres ont été retirés de la bibliothèque scolaire ou contestés par des groupes politiques ou parentaux depuis 2021. On parle de romans qui abordent le racisme, les questions LGBT, l'histoire coloniale, les violences sociales. Des contemporains, mais aussi des classiques. Le roman le plus banni, c'est Orange Mécanique d'Anthony Burgess. On retrouve aussi Pas d'accord de Stéphane Chbosky et Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. On ne brûle pas les livres sur des places publiques, mais on peut les rendre invisibles, les retirer des programmes, limiter leur circulation. Et la mécanique reste proche de celle décrite par Bradbury. Contrôler les récits pour contrôler les imaginaires. Et même quand on quitte la dystopie pure, la fiction continue d'anticiper. Dans Les raisins de la colère de John Steinbeck, on suit des familles forcées de quitter leur terre, contraintes de traverser un pays entier pour survivre. Publié en 1939, le roman racontait déjà des déplacements massifs liés à la misère économique. Quand on parle aujourd'hui de migration économique ou climatique, certaines scènes résonnent avec une actualité troublante. Et c'est ça qui est fascinant avec la dystopie, et plus largement avec la fiction politique. Elle ne prédit pas l'avenir, elle observe le présent avec suffisamment de lucidité pour imaginer les conséquences. Les écrivains et les écrivaines regardent les rapports de pouvoir, les systèmes de contrôle, les inégalités et voient jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et parfois, le réel finit par rejoindre la fiction. Pas totalement, pas à l'identique, mais suffisamment pour qu'on ressente ce frisson tout particulier. Celui qui nous fait refermer le livre et nous fait dire « ce que je viens de lire, c'est pas très différent de ce qui se passe actuellement dans le monde ». Quand on regarde tous ces livres qui parlent d'exil, de déracinement, il y a une chose en particulier qui ressort. C'est que beaucoup ne sont pas des essais, des enquêtes, des pamphlets. Ce sont des romans, de la fiction. Des histoires inventées qui pourtant viennent dire quelque chose de très réel. Et ça pourrait paraître paradoxal au fond. On pourrait se dire que pour parler de manière le plus efficace de ce qui se passe dans le monde, il faudrait en faire un documentaire. Mais la fiction permet autre chose. Elle permet d'incarner et de ressentir quelque chose qui nous paraît abstrait. Parfois, un rapport ou un chiffre, une analyse, ça va nous informer. Mais un livre, lui, nous traverse. Et c'est exactement cette question-là que j'avais envie de poser à Camille Emmanuel. Parce qu'elle, justement, elle a fait ce chemin. Elle a longtemps écrit de la non-fiction. Donc du réel frontal, analytique, documenté, avant de passer au roman avec QQ et plus récemment, Bombass. J'ai voulu passer à la fiction pour plusieurs choses. Alors déjà, je crois que j'avais envie d'écrire de la comédie. J'ai toujours fait des blagounettes dans mes essais. Toujours. Mais ça reste un essai. On peut pas non plus sans arrêt faire vanne sur vanne. Voilà, il faut que ça soit sourcé, il faut interroger des gens, il faut des lectures académiques. Enfin, ça demande une forme d'éthique journalistique, l'essai, qui fait qu'on peut de temps en temps distiller des traits d'humour, mais pas trop souvent, quoi. La fiction, oui. La comédie, oui, je peux y aller. Or, j'avais envie de traiter cette question aussi de la dark romance, qui est beaucoup traitée dans QQ et un peu dans Bombass, sous le prisme de la comédie, pour ne pas non plus être dans le jugement. Je voulais pas juger les lectrices, je voulais d'ailleurs leur donner la parole, et dans QQ, je donne la parole à ces jeunes lectrices, en fait, ados de dark romance. Je voulais donner plusieurs points de vue là-dessus. C'est un sujet, on va dire, qui m'inquiète et que je trouve problématique, en fait, l'essor, en fait, de la dark romance, qui pour moi véhicule des messages non seulement réac, mais même c'est la littérature qui véhicule beaucoup des valeurs, enfin des messages de glamourisation de la violence sexuelle. Mais traiter ça sous le prisme de l'humour, parce que souvent quand il y a un truc qui m'inquiète, j'en ris. Et donc dans mon écriture aussi, il y avait ce truc de ce sujet me pose problème, m'interroge. Pourquoi en 2026 ou à l'époque en 2024 post-MeToo, en fait, il y a un tel essor, en fait, de ces récits-là. Et plutôt qu'en faire un grand essai, une recherche, j'ai quand même fait, c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher d'avoir une démarche quand même un peu journalistique ou d'essayiste, parce que je passe plein de coups de fil, je vais chercher des sources, etc. Mais après, je fonds ça, en fait, dans la fiction, quoi. Je veux pas qu'on voit mes recherches, notamment. Dans le roman, déjà, on peut être dans une diversité de points de vue, parce qu'on peut avoir un personnage qui est complètement opposé à un autre, etc. Du coup, on peut avoir ce spectre, en fait, des différentes opinions sur tel ou tel sujet. Par exemple, dans Bombass, j'ai un perso secondaire, mais j'ai un jeune gars qui est un jeune gamin attiré un peu par les thèses masculines, quoi. C'est pas un méchant, mais il regarde un peu trop de vidéos YouTube là-dessus, et du coup, il sort des trucs un peu qu'il est... Voilà. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aborder
ce sujet-là, des jeunes gars qui reçoivent en fait ces discours masculins et qui les ressortent un peu comme ça, plutôt que faire un essai de 400 pages sur le masculinisme aujourd'hui, ça demande pas mal de taf et mise en danger en plus. Là, ça me permet d'adresser ce thème-là, qui est le masculinisme, mais c'est à travers un personnage. Et autre chose aussi, c'est que avec la fiction, il y a un système en tant que lectrice, moi que je peux vivre d'empathie. Je me mets dans la peau d'eux. Je suis dans la vie de cette personne et l'essai ou le document ne crée pas vraiment ça. Mais il y a encore une étape au-dessus. Jusqu'ici, on a parlé des livres qui observent le monde, des livres qui imaginent ses dérives et qui documentent des réalités invisibilisées. Mais parfois, la littérature ne se contente pas de raconter, elle agit. Pas seule, évidemment, un livre ne va pas déclencher une révolution du jour au lendemain, mais elle peut changer la manière dont la société regarde une situation. Il peut rendre visibles des violences qu'on préférait ignorer, déplacer l'opinion publique, et dans l'histoire, plusieurs livres ont eu cet impact très concret. On peut prendre par exemple Uncle Tom's Cabin de Harriet Beecher Stowe, publié en 1852, un roman qui raconte la vie d'esclaves noirs aux États-Unis. Le livre devient un phénomène éditorial immense, des centaines de milliers d'exemplaires vendus, et surtout il participe à nourrir le mouvement abolitionniste en donnant un visage humain à l'esclavage. On raconte même qu'Abraham Lincoln aurait salué l'autrice en disant qu'elle était la petite dame qui a déclenché une grande guerre. La phrase est peut-être apocryphe, mais elle dit quelque chose de l'impact du livre. Et puis il y a aussi The Jungle d'Upton Sinclair, publié en 1906. À la base, c'est un roman social sur les conditions de vie des ouvriers immigrés dans les abattoirs de Chicago. Mais ce qui choque l'opinion publique, ce sont surtout les descriptions des conditions sanitaires. Viande avariée, machines dangereuses, hygiène inexistante. Le scandale est tel que le gouvernement américain lance des enquêtes et finit par réformer l'industrie alimentaire. Sinclair dira plus tard qu'il voulait toucher le cœur du public et qu'il avait finalement touché son estomac. La formule est assez parlante. En France, difficile de ne pas citer Les Misérables. Victor Hugo y raconte la misère sociale, l'injustice judiciaire, la violence faite aux plus pauvres. Le roman contribue à transformer la perception de la pauvreté au XIXe siècle. Jean Valjean devient une figure universelle de la criminalisation de la misère. Quelqu'un poursuivi pour avoir volé du pain, et ça, dans l'imaginaire collectif, ça marque durablement. Ce qui est frappant dans tous ces exemples, c'est que la littérature n'agit jamais seule. Elle s'inscrit dans des contextes politiques, de mobilisation et de lutte. Mais elle joue un rôle très particulier. Elle rend les injustices sensibles. Elle fait passer des réalités abstraites dans le registre de l'émotion et l'identification. Et ça, c'est un moteur politique immense puisqu'une société ne change pas seulement une fois qu'elle a compris une injustice. Non, pour ça, il faut qu'elle la ressente. Après ça, il y a une question qui se pose presque naturellement. Si la littérature peut documenter des réalités invisibilisées, si elle peut anticiper des dérives politiques, pourquoi est-ce qu'on continue de la voir comme quelque chose d'assez inoffensif? Pourquoi on la range dans différentes cases comme divertissement, scolaire ou patrimoine? Je pense qu'il y a déjà une première raison assez simple. On associe la littérature à l'école et à l'expérience souvent contrainte. Et du coup, on oublie que ces textes n'ont pas été écrits pour être disséqués en dissertation. Ils ont été écrits pour parler du monde dans lequel vivaient les auteurs et les autrices qui les ont écrits. Mais une fois que ces livres rentrent dans le patrimoine, on a tendance à les figer, à les muséifier, comme s'ils appartenaient forcément au passé et qu'ils n'avaient plus rien à nous apprendre. Il y a aussi quelque chose que rappelle l'écrivaine Julia Bell dans un article du Guardian où elle pose cette question. Est-ce que les livres peuvent vraiment changer le monde? Elle cite notamment une phrase de Salman Rushdie que je trouve très forte. Il dit que si la littérature n'est pas une manière de débattre avec le monde, alors elle n'est rien. Autrement dit, écrire de la fiction, c'est jamais neutre. Même quand on écrit un roman qui n'est pas explicitement politique. Je le dis tout le temps, de toute manière, tout est politique. Parce que tout, dans une fiction, porte une vision du monde. Le choix des personnages, le point de vue, la langue elle-même. Mais en parallèle à ça, certains critiques rappellent qu'il faut faire attention à ne pas réduire la littérature uniquement à son utilité politique. Le critique Adam Kirsch, par exemple, explique que voir la littérature seulement comme un outil pour comprendre le monde, c'est passer à côté d'une partie essentielle de ce qu'elle est. On a tendance à voir la littérature comme quelque chose un peu à côté du monde. Un espace de divertissement, une bulle où on pourrait s'évader. Ou alors le genre de livre qu'on a lu mais pour un contrôle, sans réaliser qu'il parlait déjà de domination politique alors que nous on essayait juste de comprendre qui était le narrateur. Alors qu'en réalité, la littérature a toujours été traversée par le politique. Elle raconte les dominations, les exils, les révoltes. Elle met des mots sur des choses qu'on préférait parfois ne pas regarder. Et surtout, elle fait autrement. Là où les discours publics parlent de chiffres, la littérature, elle raconte des vies. Elle nous fait rentrer dans des existences qu'on ne vivra jamais, mais qu'on comprend parce qu'on les ressent. Des études en psychologie et en neurosciences ont montré que lire de la fiction stimule l'empathie. Une recherche publiée dans
la revue Science a même démontré que les lecteurs de fiction littéraire développaient davantage leur capacité à comprendre les émotions et les intentions d'autrui. Et du côté du cerveau, les choses sont encore plus frappantes. Quand on lit une fiction, les mêmes zones s'activent que lorsqu'on vit réellement des interactions sociales. Autrement dit, on ne fait pas que lire une histoire, on la simule mentalement. Parce que oui, les livres peuvent nous aider à comprendre le monde, les rapports de pouvoir, les injustices, les conflits humains. On peut lire Othello et y voir une réflexion sur la jalousie, la manipulation, la manière dont la suspicion peut détruire une vie entière. On peut lire Germinal et y comprendre les logiques de lutte sociale, d'exploitation, de révolte collective face à l'injustice économique. Donc oui, la littérature peut fonctionner comme un outil de compréhension du monde. Mais un roman, c'est pas juste un message emballé dans une histoire. Sinon, il suffirait d'une phrase pour résumer chaque œuvre. Othello parle de jalousie, Germinal de lutte sociale, et puis on s'arrête là. Sauf que la littérature agit ailleurs aussi. Parce qu'en réalité, on ne lit pas seulement pour comprendre le monde extérieur. On lit aussi pour nourrir une sorte de vie intérieure. En tout cas, c'est une manière de penser plus finement, de penser autrement, d'habiter d'autres existences que la nôtre. Et ça, c'est pas mesurable directement politiquement, mais c'est quand même vachement transformateur. Et c'est là qu'un autre critique, Alfred Kazin, va encore plus loin. Il explique que pendant longtemps, la littérature n'avait pas besoin de justifier son utilité. Elle était considérée comme nécessaire à la vie intellectuelle, morale et politique. Les dirigeants politiques lisaient les grands romans, les révolutionnaires lisaient de la poésie. Marx lisait Balzac, Freud lisait Dostoïevski, Lincoln citait Shakespeare. La littérature faisait partie de la manière dont les élites pensaient le monde. Kazin raconte même que Lénine lisait Guerre et paix en pleine guerre civile, dans un contexte de famine extrême. Comme si au cœur du chaos politique, la fiction restait une ressource essentielle pour penser l'humain. Et c'est ça qu'il appelle la littérature comme nécessité de vie, pas un luxe culturel, pas un divertissement, une manière de comprendre l'expérience humaine dans toute sa complexité. Mais aujourd'hui, d'après lui, beaucoup de gens vivent très bien sans littérature. Comme si c'était plus vraiment un outil de compréhension du monde, mais un outil facultatif. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on minimise son pouvoir politique. Parce que son action, eh bien, elle est lente, diffuse, parfois même invisible. Un roman ne fera pas tomber un gouvernement. En tout cas, c'est pas arrivé jusqu'ici. Il change pas une loi du jour au lendemain, mais il peut transformer les imaginaires, déplacer des regards. Et ça permet de rendre certaines injustices impossibles à ignorer. Alors ce travail-là, même s'il est moins spectaculaire, il a souvent des conséquences profondes. Alors une fois qu'on a dit ça, j'ai une dernière question pour Camille, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui la littérature peut-elle continuer de déranger ? La littérature doit déranger. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les messages qui passent à travers la fiction, ça se fait à travers les émotions. On rit, on est triste, on a peur. Et en même temps, voilà, on apprend un monde, on apprend un univers. Et parfois, c'est même lié à de la littérature de genre. J'ai souvenir comme ça, plus jeune, dans ma vingtaine, je lisais beaucoup de littérature cubaine, et notamment du polar cubain. Je pense à Leonardo Padura, mais il y en a d'autres. Et c'est des auteurs qui, c'était vraiment une satire de la société cubaine, mais à travers un détective un peu en dilettante, etc. Et d'ailleurs, c'est un homme qui pouvait vivre sur place. Il aurait écrit un essai sur la dictature cubaine, il serait fait virer du jour au lendemain. Mais là, c'était du polar, donc c'était pas grave, quoi. Je me suis dit, la force quand même de la fiction, il passe exactement les mêmes messages, il critique la même situation dans ce pays. Mais comme c'est un personnage, voilà, de détective un peu alcoolique et tout machin, ça passe. La littérature de genre n'est pas si légère que ça. Le polar peut faire passer des messages, la comédie évidemment, même le roman d'horreur. Moi, je trouve que dans Stephen King, il y a des messages politiques, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même continuer aujourd'hui d'écrire des livres sans avoir la peur que ce soit récupéré soit par l'industrie culturelle ou par les politiques de manière générale ? La question que se posent pas mal d'auteurs aujourd'hui, moi, je suis pas dans cette situation, mais c'est par exemple écrire pour une maison d'édition qui appartient à Bolloré, par exemple. Et je pense que c'est une question très ancienne des auteurs et des artistes. Quand on écrivait et qu'on était payé par Louis XIV et qu'on devait faire une pièce de théâtre et après c'était Louis XIV qui donnait de la thune. Il fallait trouver en fait des failles pour pouvoir garder son intégrité, sa liberté d'expression sans non plus se retrouver en tôle ou sans perdre une forme de mécénat, quoi. Donc je pense que c'est un débat et un questionnement ancien pour tout artiste d'ailleurs, c'est qui me paye et est-ce que je peux garder mon indépendance et ma liberté dans ce système-là ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la planète Bolloré, beaucoup d'auteurs se posent cette question-là, avec parfois des choix de quitter une maison d'édition. Alors souvent, je pense que la question qu'il faut se poser, moi sur cette question de l'édition, c'est qui est son éditeur direct aussi. Que ça appartienne à un grand groupe et tout, oui.
c'est compliqué. Mais c'est aussi, il y a des éditeurs qui sont dans ces maisons-là, qui n'ont pas choisi que leur boss, que leur maison se fasse racheter et qui ne partagent pas forcément des valeurs réac de Bolloré, quoi. Donc le questionnement, c'est qui est au-dessus de moi, enfin qui m'édite. Ce qui est intéressant, c'est que ces dystopies sur la censure ou le contrôle du savoir paraissaient parfois extrêmes, jusqu'à ce qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, les tentatives de censure des livres ont explosé ces dernières années. Des milliers de titres contestés, retirés des bibliothèques scolaires, parfois interdits dans certains États. Et évidemment, ces tensions autour de la culture ne concernent pas que les États-Unis. En France aussi, le secteur du livre alerte depuis plusieurs années sur des fragilisations budgétaires. Certaines librairies indépendantes ont dû fermer ou réduire leur activité face à l'augmentation des coûts et à la baisse de certaines aides. Le Pass Culture aussi a connu des ajustements budgétaires qui ont inquiété une partie du secteur, notamment sur l'accès des jeunes aux livres. Ce ne sont pas des mesures de censure, mais ça rappelle que la circulation des œuvres dépend aussi des décisions politiques, économiques et structurelles. Une culture qui s'appauvrit matériellement voit aussi ses imaginaires se restreindre. Et pour finir sur une note positive, je vous propose d'écouter la recommandation littéraire de Camille Emmanuel. Je viens de finir Le Compromis de Long Island de Taffy Brodesser-Hackner, qui est une autrice américaine. C'est une comédie, moi j'ai beaucoup ri. On est sur des codes assez classiques du roman américain contemporain parce que c'est un roman familial de la côte Est, d'une famille juive dysfonctionnelle. Ça, c'est assez classique. Il y a beaucoup de littérature comme ça. Sauf que là, elle est très surprenante, c'est-à-dire que sans rien spoiler, mais elle va raconter toute une histoire d'un père qui a une usine et qui est enlevé en fait, qui se retrouve kidnappé pendant une semaine. Elle raconte ça de façon très longue. Et on se dit, ah ouais, elle passe beaucoup de temps sur cet épisode-là, bon pourquoi pas. Et en fait, c'est quelques pages plus loin, où on est situé genre dans la vie d'aujourd'hui. Il y a une scène d'un kink sexuel que vit un de ses enfants. Je pense qu'il y a 30 pages écrites pour une phrase qui est hilarante. Quand on comprend en fait pourquoi elle nous a baladé pendant 30 pages en fait sur une histoire qui s'est passée, voilà. Il y a une scène de sexe que vit ce personnage-là. Et en fait, il y a une révélation, genre, ah bah oui d'accord, c'est pour ça en fait. Et vraiment, j'ai éclaté de rire, je me suis dit, elle m'a baladé pendant 30 pages pour me faire rire juste sur une phrase, c'est merveilleux, enfin c'est la broderie quoi. Et j'aime bien en fait cette façon de travailler sur la construction de la comédie. On n'est pas sur une construction narrative classique, comme moi je peux faire d'ailleurs dans Cucu no Bombas, où on est sur une narration assez classique dans l'écriture. Elle va faire tout un canevas assez complexe, mais ça marche. Et c'est très drôle. Et vraiment, c'est rare les livres où on éclate de rire en fait à chaque chapitre, et elle, c'est le cas. Et c'est aussi engagé. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis très contente d'avoir pu la faire. En plus, ça a été avec beaucoup de gens que j'apprécie. Les éditions Verso et Camille Emmanuel, son dernier livre Bombas, je vous invite très vivement à aller le lire. Moi, j'ai beaucoup ri et c'est pas si souvent que ça, comme elle le dit, qu'on trouve des livres qui nous font rire. Et je tenais encore une fois à remercier le Théâtre du Rond-Point. Je vous mets leur programmation en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Ils font des trucs trop bien. Et ils permettent aussi de rendre le théâtre assez accessible, je trouve. Donc quoi de mieux que d'avoir filmé dans un théâtre pour parler de tous ces sujets-là. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!